Le voyage de retour à Baviera fut amer. Ce village pittoresque, niché entre des collines vallonnées et des forêts denses, s'est toujours senti chez lui. Mais maintenant, ce n'était rien de plus qu'un rappel obsédant de Sophie, ma sœur, qui avait disparu sans laisser de traces il y a plus de 10 ans. Lorsque je suis descendu du train, le paysage familier m'a semblé étranger, enveloppé d'un sentiment oppressant de perte et de mystère non résolu. Je m'appelle Johann Müller, j'ai 32 ans, je suis un journaliste indépendant dont la carrière s'est construite sur la dénonciation de vérités inconfortables. Pourtant, aucune histoire n'avait jamais été aussi profonde que cette croisade personnelle. La disparition de Sophie a jeté une longue ombre sur ma vie, façonnant chacune de mes décisions, me poussant à découvrir les coins les plus sombres de la nature humaine. Il était temps de faire face au passé et de découvrir ce qui lui était vraiment arrivé. Le village avait peu changé depuis mon départ. Les rues pavées, bordées de maisons à pans de bois, étaient encore animées, mais ma destination était bien éloignée de cette scène pittoresque. Le manoir Rother, autrefois symbole de richesse et de prestige, était maintenant en ruine à la lisière de la forêt, une étrange relique de sa gloire passée. C'est là que mon enquête allait commencer. Sous le couvert de l'obscurité, je me suis approché du manoir. L'air était épais d'une odeur de terre humide et de décomposition. La porte de fer, rouillée et envahie par le lierre, gémissait lorsque je l'ouvris. Le manoir se dressait devant moi, ses fenêtres comme des yeux vides, observant chacun de mes mouvements. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose de malveillant s'attardait entre ces murs. À l'intérieur, l'air était stagnant, lourd de poussière et de négligence. Le faisceau de ma lampe de poche fendait l'obscurité, révélant du papier peint délavé et des meubles cassés. Le silence était assourdissant, amplifiant le bruit de mes pas sur le plancher de bois grinçant. Chaque ombre semblait se tordre et se tordre, comme si la maison elle-même était vivante, abritant des secrets longtemps enfouis. J'ai commencé mes recherches dans la bibliothèque, une grande pièce bordée d'étagères remplies de livres moisis. C'est ici, au milieu des tomes en décomposition, que j'ai trouvé la première pièce du puzzle. Caché derrière un faux panneau, j'ai découvert une pile de vieux registres et journaux. Le nom de Friedrich Rother apparaissait fréquemment, ainsi que des entrées troublantes détaillant des séances de torture et des cérémonies rituelles. Mon estomac s'est retourné en lisant sur la fascination du patriarche pour les pratiques occultes et la souffrance humaine. Poussé par une curiosité morbide et l'espoir de trouver des indices sur Sophie, j'ai approfondi les écrits de Friedrich. Les journaux étaient une chronique glaçante de sa descente dans la folie, documentant des expériences qui brouillaient la frontière entre la science et le sadisme. Il était clair que Friedrich avait utilisé le manoir comme un laboratoire pour ses activités tordues et que ma sœur aurait pu être l'une de ses victimes. Ma recherche m'a conduit au sous-sol, où une porte cachée s'ouvrait sur un escalier étroit qui descendait dans l'obscurité. L'air se refroidissait à mesure que je m'aventurais en bas, et l'odeur de la pierre humide se mêlait à quelque chose de plus âcre, la décomposition. Au bas de l'escalier, j'ai trouvé une série de pièces reliées entre elles, toutes plus horribles les unes que les autres. Des instruments de torture, des cages et des chaînes ornaient les murs, preuve d'actes innommables commis au nom de rituels sombres. Dans la pièce la plus éloignée, j'ai découvert une petite chambre cachée. C'est là que j'ai trouvé le collier de Sophie, une délicate chaîne en argent qu'elle portait depuis son enfance. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai réalisé l'importance de cette découverte. À proximité, une collection de journaux intimes détaille le sort de divers captifs, dont Sophie. Les entrées décrivaient des expériences menées sur leur corps et leurs esprits, toutes orchestrées par le génie tordu de Friedrich. J'ai eu les larmes aux yeux en lisant les dernières entrées, qui faisaient allusion à la disparition éventuelle de Sophie. Juste au moment où j'allais partir avec les preuves, j'ai entendu des bruits de pas au-dessus. Les héritiers de Rother, alertés de ma présence, se rapprochaient. Ils étaient déterminés à protéger le sombre héritage de leur famille à tout prix. La panique m'a envahi alors que je me démenais pour trouver une sortie. Les passages étroits du sous-sol sont devenus un labyrinthe de terreur, chaque tournant pouvant mener à ma capture. J'ai réussi à leur échapper,
mais non sans souffrance. Une confrontation brutale m'a laissé avec une profonde entaille sur le côté, la douleur brûlant mon corps à chaque mouvement. Le sang s'infiltrait à travers ma chemise tandis que je titubais à travers la forêt, la silhouette du manoir s'estompant au loin. Malgré l'agonie, je me suis accroché aux journaux, sachant qu'ils détenaient la clé pour exposer les crimes de la famille Reuter. De retour au village, j'ai trouvé refuge chez un vieil ami, un médecin local qui s'est occupé de mes blessures et m'a proposé un logement. Au fur et à mesure que je me rétablissais, j'ai rassemblé les preuves, me préparant à dévoiler les horreurs cachées dans le manoir Reuter. Mon article, une fois publié, a provoqué une onde de choc dans la communauté et au-delà. Les détails grotesques des expériences de Friedrich et le sort de ses victimes, y compris Sophie, ont été mis à nu pour que le monde puisse les voir. Pourtant, la justice était insaisissable. Les héritiers Reuter, exerçant leur influence et leur richesse, ont réussi à échapper à une punition importante. Des batailles juridiques s'en sont suivies, mais les peines auxquelles ils ont été confrontés n'étaient que de simples tapes sur les doigts comparées à leurs crimes odieux. L'indignation du public était palpable, mais elle n'a pas fait grand-chose pour amener une véritable responsabilité. Quant à moi, la fermeture que je cherchais restait hors de portée. L'absence de Sophie était une blessure qu'aucune vérité ne pouvait guérir. Les souvenirs hantés du manoir et les horreurs que j'ai découvertes sont devenus un élément permanent dans mon esprit, un témoignage de l'obscurité qui peut s'envenimer dans le cœur des hommes. Ma quête de justice s'était transformée en une bataille personnelle contre les démons qui tourmentaient maintenant chaque instant de ma vie. En fin de compte, je me suis retrouvé avec une histoire qui devait être racontée, un héritage de douleur et de résilience qui continuerait de me hanter. Le manoir Reuter se dressait comme un sombre rappel du passé, un monument au mal qui avait consumé ma sœur et tant d'autres. Et en naviguant dans les ombres de mon propre esprit, je savais que certains mystères ne sont jamais vraiment résolus et que certains fantômes ne se reposent jamais vraiment. Pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à grandir. Caroline Thompson a toujours été attirée par l'obscurité et l'oubli, un trait qui a fait d'elle une historienne exceptionnelle. À 28 ans, elle s'était forgé une réputation en explorant des endroits que d'autres jugeaient trop dangereux ou banals, toujours à la recherche d'histoires cachées sous des couches de poussière et de décomposition. Le manoir Delacroix, niché au cœur des marécages du Mississippi, était l'un de ces endroits. La rumeur disait qu'elle était maudite et qu'elle était le lieu de nombreuses disparitions mystérieuses. Elle était un sujet de légende et de peur locale. Pour Caroline, c'était une énigme irrésistible qui attendait d'être élucidée. Le voyage jusqu'au manoir était ardu. Le chemin n'était guère plus qu'une piste boueuse, à peine discernable au milieu des broussailles épaisses et de l'humidité oppressante du marais. Les habitants l'avaient mise en garde contre toute sortie, les yeux écarquillés par des craintes inexprimées. Ils parlaient du manoir à voix basse, le qualifiant d'endroit où l'ordre naturel était déformé, où les gens disparaissaient sans laisser de traces. Mais Caroline ne s'est pas découragée. Sa curiosité était une force plus forte que toute peur. À mesure qu'elle approchait du manoir, l'air devenait lourd, chargé de l'odeur de la décomposition et des eaux stagnantes du marais environnant. Le manoir lui-même était une vestige imposante du passé, sa grande façade étant maintenant recouverte de lierre et de mousse. Les fenêtres étaient sombres et vides, comme des yeux qui avaient trop vu et qui étaient maintenant aveugles au monde. Caroline sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, mais elle repoussa la sensation et entra à l'intérieur. L'intérieur était un labyrinthe de poussière et d'ombre. Caroline cliqua sur sa lampe de poche, le faisceau fendant l'obscurité pour révéler des pièces remplies de reliques d'une époque révolue. Des lustres pendaient du plafond, leurs cristaux ternis par le temps, tandis que des meubles anciens étaient enveloppés de draps. L'air était épais de poussière et d'odeur de pourriture. C'était comme si le manoir lui-même avait été scellé dans le temps, intouché par le monde extérieur. Caroline a commencé son exploration méthodiquement,
documentant tout avec son appareil photo et prenant des notes détaillées. Dans la bibliothèque, elle a trouvé un trésor de vieux livres, dont beaucoup étaient écrits dans des langues qu'elle ne comprenait pas. C'est là qu'elle est tombée sur le journal de Samuel Delacroix, le propriétaire d'origine de l'hôtel. Delacroix avait été un riche propriétaire de plantations et une figure notoire de l'histoire de la région. Son journal a révélé un homme obsédé par le pouvoir, non seulement sur ses esclaves, mais aussi sur les forces de la nature et du surnaturel. Il a écrit sur les rituels et les sacrifices, croyant qu'il lui donnerait le contrôle sur les esprits et même sur les éléments. Le cœur de Caroline s'emballa alors qu'elle continuait à lire. Le journal de Delacroix décrit avec des détails effrayants les pratiques qui, selon lui accorderaient la vie et le pouvoir éternel. Il avait accompli de sombres rituels impliquant du sang des incantations, utilisant souvent ses esclaves et plus tard les voyageurs qui avaient eu le malheur de croiser son chemin comme sacrifice. Le journal faisait allusion à un pacte avec une force malveillante, une promesse de pouvoir en échange d'âme. Caroline sentit une peur froide s'installer en elle lorsqu'elle réalisa la gravité de ce qu'elle avait découvert. Plus Caroline explorait profondément, plus les preuves devenaient horrifiantes. Elle a découvert des pièces cachées remplies d'instruments de torture, d'étranges symboles gravés sur les murs et des vestiges de ce qui ne pouvait être décrit que comme des cérémonies rituelles. Les murs du manoir semblaient palpiter d'une énergie sombre, comme si la structure elle-même était vivante des souvenirs des atrocités commises à l'intérieur. Caroline sentait un malaise grandissant, mais sa curiosité la poussait en avant. Alors que la nuit commençait à tomber, Caroline a décidé qu'il était temps de partir. L'atmosphère du manoir était devenue oppressante, les ombres plus profondes et plus menaçantes. Elle s'est précipitée vers la porte d'entrée, mais elle l'a trouvée coincée. La panique s'empara de sa poitrine alors qu'elle essayait les autres sorties, chacune bloquée ou verrouillée. Sa voiture, garée à l'extérieur, avait été sabotée, ses pneus crevés. C'était comme si le manoir avait l'intention de la garder là. L'air à l'intérieur du manoir se refroidit et Caroline entendit de faibles murmures et des bruits de pas résonner dans les couloirs. Elle ressentait la sensation d'être observée, chacun de ses mouvements scrutés par des yeux invisibles. Désespérée, elle revint sur ses pas, cherchant une issue. Dans sa recherche effrénée, elle est tombée sur un escalier dérobé menant à une cave. L'air était moisi et épais d'un sentiment de malveillance. La cave était pire qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Il était rempli de vestiges des rituels de Delacroix. Des os, des restes décomposés d'offrandes sacrificielles et des symboles dessinés dans ce qui ressemblait à du sang séché. Au centre de la pièce se dressait un autel couvert d'étranges artefacts. Caroline ressentit une vague de nausée en réalisant l'ampleur des horreurs qui s'étaient déroulées ici. La réalité de la situation s'est effondrée sur elle. Elle était piégée dans un endroit où un mal indicible s'était déchaîné. Alors qu'elle se retournait pour partir, la température baissa soudainement et elle put voir son souffle dans l'air. Les chuchotements devenaient plus forts, plus insistants, et Caroline sentait une présence derrière elle. Elle s'est retournée, lampe de poche à la main, mais n'a rien vu. La pièce semblait palpiter d'une vie propre, les murs se refermant. Caroline courut, le cœur battant dans ses oreilles. Elle entendait des pas derrière elle, qui suivaient son rythme, devenant de plus en plus forts. Caroline atteignit le rez-de-chaussée, sa lampe de poche vacillante. Le manoir était animé par des bruits, des grincements de plancher, des chuchotements et le rire faible et moqueur de quelque chose qui n'était pas tout à fait humain. Elle sentit une main effleurer son épaule et hurla, tournoyant pour ne rien trouver. Son esprit s'emballait de peur et de confusion. Le manoir semblait être une entité vivante, se nourrissant de sa terreur. Dans une dernière tentative désespérée de s'échapper, Caroline a brisé une fenêtre condamnée et a dégringolé dans le marais. L'eau froide et trouble l'enveloppait, mais elle s'en fichait. Elle se leva précipitamment et courut, n'osant pas regarder en arrière. Le marais était sombre et désorientant, mais elle a persévéré, poussée par son pur instinct de survie. Quelques heures plus tard, Caroline émerge du marais, épuisée et couverte de boue.
Elle a trébuché sur un chemin de terre et a fait signe à une voiture qui passait. Le chauffeur, un agriculteur local, l'a regardée d'un coup d'œil et savait où elle était allée. Il ne lui posa pas de questions. Il la conduisit simplement à la ville la plus proche. Les habitants de la ville étaient gentils mais méfiants, les yeux pleins de la connaissance tacite de ce qui se trouvait dans le marais. Caroline est revenue à sa vie, mais elle a été irrévocablement changée. L'expérience avait laissé de profondes cicatrices émotionnelles, et elle avait du mal à dormir, hantée par les cauchemars du manoir et les horreurs qu'elle avait découvertes. Elle est devenue obsédée par l'exposition de la vérité, épluchant ses notes et ses photographies, essayant de reconstituer un récit cohérent. Mais les habitants ont refusé de parler du manoir, et ses tentatives de publier ses découvertes ont été accueillies avec scepticisme et incrédulité. Malgré le manque de soutien, Caroline a poursuivi ses recherches. Elle savait ce qu'elle avait vu et elle était déterminée à faire connaître la vérité. L'hôtel Delacroix devient une obsession, une présence sombre dans sa vie à laquelle elle ne peut échapper. Ses amis et collègues ont remarqué le changement en elle, la façon dont elle s'endormait dans la conversation, perdue dans ses pensées. Mais Caroline ne s'est pas découragée. Elle croyait que la dénonciation de l'histoire sombre du manoir n'était pas seulement une obligation professionnelle, mais une obligation morale. Les années ont passé et les efforts de Caroline pour révéler la vérité ont porté peu de fruits. Le manoir est resté un lieu de mystère et de peur, sa sombre histoire obscurcie par le temps et la superstition. L'histoire de Caroline est devenue un récit édifiant pour les historiens, un avertissement sur les dangers de trop s'impliquer dans les sujets de son étude. Mais pour Caroline, c'était un rappel de sa propre résilience et de son dévouement à la poursuite de la vérité. L'hôtel Delacroix est toujours debout, monument en décomposition à l'obscurité de l'âme humaine. Il reste un lieu où le passé et le surnaturel sont entrelacés, un site de mystères non résolus et d'horreurs indicibles. Et bien que Caroline soit passée à autre chose, les souvenirs de cette nuit dans le marais continuent de la hanter, un rappel constant de la ligne mince entre la curiosité et l'obsession. L'histoire de Caroline témoigne du pouvoir de l'histoire, de la façon dont elle peut puiser dans le passé pour affecter le présent. C'est l'histoire d'une femme qui a osé chercher la vérité, quel qu'en soit le prix. Et c'est un rappel qu'il vaut mieux laisser certains endroits et certaines histoires intactes. Le soleil provençal était implacable, alors que je conduisais sur les routes sinueuses menant à mon sanctuaire temporaire, un manoir grandiose mais patiné par le temps entouré de champs de lavande. Mon nom est Luc Moreau et je suis écrivain, bien que ma plume ait stagné pendant trop longtemps. Dans le but de ressusciter ma créativité, j'avais recherché l'isolement, la tranquillité et une bonne histoire. Ce que j'ai trouvé cependant était tout sauf paisible. L'hôtel particulier, connu sous le nom de la Maison de Lavande, se dressait avec un air de dignité tranquille au milieu de la mer de pourpre. Sa grandeur a été gâchée par des années d'abandon. Des volets pendaient de travers, des vignes rampaient le long des murs et un silence étrange qui semblait s'accrocher à chaque coin. Les champs de lavande s'étendaient à l'infini, leur doux parfum masquant une nuance plus sinistre. Lorsque je me suis installé dans ma nouvelle maison, mon esprit bourdonnait d'excitation. Cet endroit avait été loué non seulement pour son isolement, mais aussi pour son sombre passé. Une histoire de disparition qui m'avait intrigué. C'était la toile de fond parfaite pour l'histoire troublante que j'espérais découvrir. Alors que les jours s'étiraient paresseusement devant moi, je me suis lancé dans la recherche, espérant tomber sur quelque chose d'extraordinaire. Ma recherche a commencé par les archives locales. Des disques poussiéreux, des journaux délavés et de vieilles photographies racontaient une histoire effrayante. Pendant des décennies, des personnes avaient disparu sans laisser de traces, leur disparition étant liée aux champs même qui entouraient le manoir. Les histoires étaient cohérentes. Les habitants parlaient d'une silhouette sombre, attirant des individus dans les champs de lavande pour ne plus jamais être revus. La silhouette a été décrite différemment par chaque témoin, mais il y avait toujours un fil conducteur.
une terreur indescriptible qui accompagnait l'observation. Les histoires que j'ai déterrées étaient troublantes. Il y avait le récit d'une jeune femme, Élise Dumas, qui avait disparu lors d'un festival du solstice d'été. Ses amis se souviennent qu'elle a été fascinée par une silhouette sombre à la lisière des champs. Personne n'avait vu clairement la silhouette, mais l'expression d'Élise était celle d'une profonde peur avant de disparaître. Ses amis l'avaient cherchée pendant des jours, mais les champs n'offraient aucun indice sur son sort. Un soir, en fouillant dans le grenier de l'hôtel particulier, j'ai découvert un petit coffre caché sous des toiles d'araignée. À l'intérieur, j'ai trouvé un journal intime relié en cuir, dont les pages jaunies par l'âge. Le journal appartenait à une femme nommée Camille Duval, qui avait disparu il y a de nombreuses années. Ses entrées ont commencé par des détails banals de sa vie, mais ont rapidement pris une tournure plus sombre. Elle a écrit sur une rencontre effrayante avec une entité qui errait dans les champs de lavande la nuit. Une entité qui semblait s'attaquer à ses peurs et à ses cauchemars. Ses descriptions étaient vagues mais obsédantes, remplies de références à une obscurité oppressante et à une terreur omniprésente. Les dernières entrées de Camille étaient particulièrement affligeantes, détaillant sa paranoïa croissante et le sentiment d'être constamment observé. La dernière entrée a été griffonnée d'une main tremblante. Les ombres se referment. Ils savent que j'en sais trop. J'ai peur. Déterminé à découvrir la vérité, j'ai décidé de m'aventurer dans les champs de lavande la nuit. Les champs étaient d'une beauté étrange au clair de lune, la lavande créant un paysage surréaliste, presque surnaturel. Armé d'une lampe de poche et de mon carnet, j'ai marché à travers les rangées de fleurs, mais pas étouffé par l'épais feuillage. L'air était frais, mais un frisson me parcourut l'échine. Plus j'avançais, plus l'atmosphère devenait oppressante. Le doux parfum de la lavande, habituellement apaisant, était maintenant écrasant et étouffant. Je ne pouvais rien voir au-delà des rangées de lavande, seulement du violet sans fin et le ciel sombre et impénétrable. Chaque son était amplifié dans le silence, le bruissement des feuilles, le gazouillis des insectes et le claquement occasionnel d'une brindille semblaient résonner dans la nuit. En m'aventurant plus profondément, j'ai commencé à le ressentir, une présence froide et invisible. Ma lampe de poche a clignoté et s'est éteinte, me plongeant dans l'obscurité. La panique s'est installée lorsque j'ai entendu des bruissements autour de moi, le bruit de quelque chose qui se déplaçait juste au-delà de ma vue. Ma respiration s'est transformée en halètement saccadé alors que je trébuchais aveuglément à travers le champ. Dans l'obscurité d'encre, ma lampe de poche s'est réveillée pendant un bref instant, projetant de longues ombres étranges sur la lavande. J'ai aperçu quelque chose, une forme sombre, une silhouette, ou peut-être était-ce simplement mon esprit qui me jouait des tours. Mon cœur s'emballait alors que je luttais pour garder mes repères, mais la présence devenait plus forte, plus oppressante. J'avais l'impression d'être observé, étudié par une entité invisible. Soudain, j'ai senti une force, comme une main invisible, m'attraper, me tirer vers le bas. Je me suis battu, mais c'était comme si je combattais un adversaire éthéré. La sensation d'être étouffé, d'avoir l'âme serrée, était insupportable. J'ai crié, mais le son a été avalé par l'immensité du vide. Dans une tentative désespérée de survie, je me suis libéré et j'ai couru, revenant à peine au manoir. L'expérience m'a laissé ébranlé. Je portais des cicatrices physiques, des égratignures sur les bras et une côte meurtrie à cause de l'attaque de la force invisible. Mais les cicatrices mentales étaient plus profondes, me hantant avec des visions de cette obscurité et le sentiment de ces mains invisibles. J'avais survécu, mais à un coup. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai versé mes expériences dans mon écriture. Le livre que j'ai produit était brut et troublant, un compte-rendu de première main de ma rencontre avec le surnaturel. Ce fut un succès immédiat, loué pour son authenticité et sa terreur. Pourtant, au fur et à mesure que le livre gagnait en éloges, je me suis retrouvé de plus en plus hanté par la peur que l'entité puisse un jour revenir. Les champs de lavande, autrefois pittoresques, semblaient maintenant un rappel constant de mon calvaire. Chaque bruissement du vent, chaque ombre dans le crépuscule ressemblait à une menace potentielle. Le succès de mon livre a été doux amer.
Cela m'a apporté de la reconnaissance, mais cela m'a aussi laissé dans un état de peur perpétuelle, toujours conscient de l'obscurité qui me guettait. La maison de lavande est restée un témoin silencieux de mon traumatisme. Bien que je l'ai laissé derrière moi, les ombres des champs de lavande continuent de me suivre. Je suis passé à autre chose, mais les expériences ont laissé une marque indélébile dans ma psyché. Chaque nuit, je me surprends à jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule, m'attendant à moitié à voir cette silhouette sombre émerger de la lavande une fois de plus. La frontière entre la réalité et le surnaturel s'est estompée, et la terreur que j'ai ressentie fait maintenant partie intégrante de mon existence. En fin de compte, j'avais trouvé l'histoire que je cherchais, mais elle a coûté cher. Mon livre a été un succès, mais le prix de ce succès a été la peur persistante que les ténèbres puissent un jour revenir pour moi. J'ai toujours été attiré par les coins cachés du monde, les endroits où l'histoire s'attarde dans la poussière et le silence. C'est dans ces royaumes oubliés que je trouve les histoires les plus fascinantes, celles qui ont été perdues, supprimées ou simplement abandonnées. Mon nom est Giulia Rossi, je suis photographe de métier. À 30 ans, je me suis aventuré dans plus de bâtiments délabrés et de structures abandonnées que je ne veux en compter. Chacun étant une toile pour mon art et un récit attendant d'être découvert. Quand j'ai entendu parler pour la première fois d'Orfanato degli Angeli, j'ai été captivé. Niché dans les collines vallonnées de la Toscane, ce vieil orphelinat a longtemps été entouré de rumeurs de négligence et de cruauté. Les histoires qui l'entouraient parlaient d'enfants soumis à des horreurs indicibles sous couvert de soins. Poussé par un mélange de curiosité artistique et de désir de mettre en lumière ces histoires cachées, je savais que je devais le voir par moi-même. Le voyage jusqu'à l'orphelinat s'est déroulé sans incident. Je suis arrivé à l'imposante structure en fin d'après-midi, le soleil projetant de longues ombres qui semblaient murmurer des secrets du passé. Orfanato degli Angeli se dressait comme une sentinelle silencieuse de chagrin, ses parois grêlées par le temps et les intempéries. L'entrée autrefois grandiose, aujourd'hui étouffée par les mauvaises herbes et les vignes, était un sombre rappel de l'ancienne importance de l'endroit. Lorsque j'ai franchi le seuil, l'air s'est refroidi, le genre de froid qui semble s'infiltrer dans vos os. Le bâtiment était dans un état de délabrement, mais sa grandeur d'antan était encore apparente dans les carreaux fissurés et les peintures murales délavées. Mon plan était simple: documenter l'endroit, découvrir ses histoires cachées et créer une œuvre d'art qui parlerait de la tragédie et de la beauté de ce qui était autrefois. J'ai commencé mon exploration dans le couloir principal, où les murs étaient ornés de vestiges d'une époque plus heureuse. Des peintures en ruine de scènes pastorales, des lustres brisés suspendus de manière précaire au plafond. J'ai pris mon temps, photographiant chaque détail, dans l'espoir de capturer l'essence de la beauté désolée de l'orphelinat. Au fur et à mesure que je m'aventurais plus profondément dans le bâtiment, l'atmosphère devenait plus lourde. Ma lampe de poche vacillait au-dessus des salles de classe abandonnées, leurs bureaux et leurs chaises recouverts de poussière. Dans une pièce, j'ai trouvé de vieux disques et des dossiers éparpillés sur le sol. Piqué par la curiosité, j'ai commencé à les passer au crible, espérant trouver des indices sur l'histoire de l'orphelinat. Les documents ont révélé un récit glaçant. Il parlait d'un directeur qui avait dirigé l'orphelinat d'une main de fer, de quelqu'un qui avait mené des expériences cruelles sous couvert de traitement médical. Les archives détaillaient des cas de punitions extrêmes, de procédures médicales étranges et d'une atmosphère générale de peur et d'oppression. Parmi les documents se trouvaient des photographies délavées montrant des enfants émaciés et effrayés, et un homme à l'air sévère, de toute évidence le directeur. J'étais troublé, mais j'ai persévéré, espérant trouver quelque chose qui pourrait racheter l'endroit d'une manière ou d'une autre. C'est alors que j'ai découvert la pépinière. C'était une grande pièce remplie de jouets cassés et de peintures murales délavées de créatures fantaisistes. Pourtant, il y avait quelque chose de profondément troublant à ce sujet. J'ai trouvé des dessins faits par les enfants, des représentations grossières, mais d'une vivacité obsédante,
de la douleur et de la peur. Un dessin particulier se démarquait, une figure enveloppée dans l'ombre, se dressant au-dessus de petites silhouettes recroquevillées. Je frissonnais, le sentiment d'effroi devenant plus fort. Alors que je continuais à photographier la chambre d'enfant, j'ai ressenti un frisson soudain. L'air se refroidit et je remarquai un faible murmure, comme le bruissement des pages qui se tournent dans un livre invisible. Je l'ai rejeté comme si mon imagination me jouait des tours, mais la sensation d'être observé est devenue plus intense. Les chuchotements sont devenus plus distincts, formant des mots fragmentés que je n'arrivais pas à distinguer. Mon cœur s'est emballé lorsque je me suis retourné pour partir, mais la porte par laquelle j'étais entré était maintenant entr'ouverte, se balançant lentement comme si elle me faisait signe de rester. La chambre d'enfant semblait se refermer sur moi, les ombres s'étirant et se déplaçant dans la pénombre. Je ne pouvais plus ignorer le sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. C'est alors que je l'ai vu, le directeur. Non pas en chair, mais dans les coins sombres de la pièce, sa forme à peine visible. Sa présence était suffocante et une force profonde et malveillante semblait émaner de lui. J'ai trébuché en arrière, renversant une pile de jouets, et j'ai senti une main froide et moite saisir mon épaule. J'ai fait demi-tour, mais il n'y avait personne. La panique s'est installée. Je pouvais sentir une pression écrasante dans ma poitrine, comme si le bâtiment lui-même essayait de me forcer à sortir. Mes respirations ont été brèves et saccadées, alors que je fuyais la chambre d'enfant, les ombres semblant m'atteindre alors que je me dirigeais vers la sortie. Le voyage de retour vers l'entrée était un mélange de peur et d'urgence. Les couloirs autrefois familiers ressemblaient maintenant à un labyrinthe de désespoir. J'ai poussé la porte d'entrée à bout de souffle alors que je trébuchais dans la lumière déclinante de la soirée. Mon cœur battait la chamade, l'adrénaline me traversait. J'ai réussi à regagner ma voiture, mais l'expérience m'a profondément ébranlé. Je ne me suis pas arrêté pour revoir les photos que j'avais prises. Il n'y avait aucun moyen que je puisse les regarder à ce moment-là. J'avais besoin de partir, d'échapper aux griffes de cet endroit et à la présence terrifiante qui s'attardait entre ces murs. Dans les semaines qui ont suivi, je n'ai pas pu échapper au sentiment que quelque chose m'avait suivi. Les photos que j'avais prises ont commencé à changer, subtilement mais indubitablement. Des visages apparaissaient dans l'ombre et les dessins que j'avais trouvés semblaient devenir plus sinistres chaque jour qui passait. C'était comme si l'esprit malveillant du réalisateur s'était incrusté dans mon travail. Finalement, j'ai complètement abandonné le projet. Les photographies, autrefois destinées à faire la lumière sur l'histoire sombre de l'orphelinat, ressemblaient maintenant à une malédiction. Plus je les regardais, plus les souvenirs de cette journée semblaient prendre vie. C'était comme si l'endroit lui-même avait laissé une marque indélébile dans mon âme, une marque dont je ne pouvais pas me défaire, peu importe mes efforts. Je ne suis jamais retourné à Orfanato de Ghiangeli, mais l'expérience m'a hanté depuis. J'ai essayé d'aller de l'avant, d'oublier les ombres qui se cachent dans les coins de mon esprit, mais les images restent, un sombre rappel des horreurs qui se cachent dans les coins oubliés du monde. J'ai toujours été fier de ma rationalité. En tant que restaurateur d'art de 35 ans, ma vie tournait autour du tangible, des artefacts historiques, un savoir-faire détaillé et la satisfaction de donner une nouvelle vie à de vieilles pièces. Lorsque l'occasion s'est présentée de travailler sur le domaine de Blackwood, un vaste manoir victorien niché au cœur de la campagne anglaise, cela m'a semblé être un autre travail ordinaire. Mais le domaine, et en particulier son célèbre miroir, allait défier chaque once de mon scepticisme. Le domaine de Blackwood était un vestige d'une époque révolue. Sa grandeur était indéniable, malgré le lierre qui avait réclamé ses murs de pierre et les jardins envahis par la végétation qui avait depuis longtemps perdu leur beauté d'antan. En m'approchant du manoir, la taille et l'isolement de l'endroit m'ont laissé une impression étrange. C'était comme si le manoir avait été oublié par le temps, préservé seulement dans les histoires et les légendes chuchotées parmi les habitants. Il s'agissait de restaurer une collection de meubles victoriens, mais c'est le miroir qui avait piqué mon intérêt.
Selon le gardien du domaine, M. Eldridge, le miroir était une pièce maîtresse du folklore local. Les histoires parlaient de Lady Margaret, une femme accusée de sorcellerie, qui aurait maudit le miroir avant son exécution. La légende prétendait que quiconque se regardait dans le miroir aurait des visions troublantes, ou même y serait attiré. Les avertissements du gardien ont été rejetés par moi comme des absurdités superstitieuses, mais le défi de restaurer une pièce aussi unique était trop tentant pour le laisser passer. Le cadre du miroir est un exemple exquis de l'artisanat victorien, orné de sculptures élaborées qui racontaient leurs propres histoires. Lorsque j'ai commencé les travaux de restauration, en enlevant soigneusement des années de saleté et en polissant le verre, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'être observé. La sensation était troublante, mais je l'attribuais à l'atmosphère oppressante du manoir. C'était une vieille maison avec des planchers grinçants et de longs couloirs sombres, après tout. Quelques jours après le début du projet, des choses étranges ont commencé à se produire. Au début, ils étaient subtils. Une ombre fugace dans le reflet du miroir, un frisson qui traversait la pièce. Je les ai rejetés comme le fruit de mon imagination ou le résultat de l'ambiance d'antan du manoir. Mais ensuite, les chuchotements ont commencé. Ils étaient faibles, presque inaudibles, mais ils semblaient provenir du miroir lui-même. Ce n'était pas le genre de murmure que l'on pouvait facilement écarter comme le vent ou la maison qui s'installe. Ils semblaient délibérés, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de communiquer. Un soir, alors que je travaillais tard dans la nuit, les chuchotements sont devenus plus forts. L'air dans la pièce se refroidit et je me surpris à m'efforcer d'entendre les voix. Ils étaient désespérés et suppliants, une cacophonie de cris étouffés qui semblait émaner de l'intérieur du miroir. Je me penchais plus près, essayant de discerner les mots, quand un soudain courant d'air froid balaya la pièce. C'était si soudain et si intense que j'ai titubé en arrière, mon cœur battant dans ma poitrine. Le lendemain, j'ai décidé d'enquêter plus en profondeur sur l'histoire du miroir. J'ai fouillé dans de vieux documents et découvert l'histoire de Lady Margaret. Son procès avait été une affaire sinistre, imprégnée de superstition et de peur. Accusée de pratiquer la sorcellerie, elle a été condamnée à mort, et le miroir serait le dernier objet qu'elle avait en sa possession avant son exécution. Plus je lisais, plus le miroir semblait incarner la malédiction de ses derniers jours. Résolu à dissiper les superstitions et à mettre fin aux troubles, je résolus de détruire le miroir. Je me suis dit que si la malédiction était effectivement liée au miroir, le rompre romprait la connexion. Armé d'un marteau et d'un équipement de protection, je me suis approché du miroir avec un sentiment de détermination sinistre. Alors que je levais le marteau, une force soudaine m'a saisi. J'avais l'impression que des mains invisibles se tendaient la main, me tirant vers la vitre. Je luttais de toutes mes forces contre lui, mais la force était écrasante. Dans une lutte effrénée, j'ai réussi à me libérer de l'étreinte du miroir. Je reculais en trébuchant, à bout de souffle, et fixais le miroir qui restait sinistrement intact. La force qui avait essayé de m'attirer à l'intérieur m'avait laissé ébranlé et terrifié. J'ai su alors que le miroir n'était pas quelque chose à prendre à la légère. L'expérience m'a profondément déstabilisé. Même après avoir quitté le domaine de Blackwood, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'une partie de moi restait piégée dans le miroir. Les murmures et le flot froid de l'air semblaient hanter chacune de mes pensées. Depuis lors, j'ai évité les objets avec un semblant de mystère ou de superstition. Mon esprit autrefois rationnel se méfiant maintenant de l'inconnu. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, la peur que je ressentais est devenue une compagne constante. Je vivais avec l'angoisse que la malédiction du miroir ait pu laisser une marque indélébile sur mon âme. Mon travail s'est poursuivi, mais j'ai abordé chaque projet avec un nouveau sens de la prudence, me méfiant de tout artefact qui pourrait comporter un danger caché. Le domaine de Blackwood et son miroir maudit étaient devenus un chapitre sombre de ma vie, un rappel brutal de la façon dont l'invisible peut tendre la main et piéger l'insoupçonné. J'étais entré dans le manoir avec un esprit pratique et j'en étais sorti avec un profond respect pour les mystères qui se trouvaient au-delà du domaine du rationnel.
La malédiction du miroir n'était plus seulement une histoire, c'était une réalité effrayante qui avait laissé sa marque sur moi, modifiant ma façon de voir le monde et ma place en son sein. Aujourd'hui encore, le miroir rappelle la mince frontière entre le connu et l'inconnu. Il témoigne du pouvoir de la superstition et de l'influence persistante du passé. Et bien que j'ai essayé d'aller de l'avant, les échos de la malédiction de Lady Margaret continuent de résonner en moi, un rappel obsédant de l'obscurité qui peut être cachée dans les endroits les plus ordinaires. Le voyage de retour à Baviera fut amer. Ce village pittoresque, niché entre des collines vallonnées et des forêts denses, s'est toujours senti chez lui. Mais maintenant, ce n'était rien de plus qu'un rappel obsédant de Sophie, ma sœur, qui avait disparu sans laisser de traces il y a plus de 10 ans. Lorsque je suis descendu du train, le paysage familier m'a semblé étranger, enveloppé d'un sentiment oppressant de perte et de mystère non résolu. Je m'appelle Johann Müller, j'ai 32 ans, je suis un journaliste indépendant dont la carrière s'est construite sur la dénonciation de vérités inconfortables. Pourtant, aucune histoire n'avait jamais été aussi profonde que cette croisade personnelle. La disparition de Sophie a jeté une longue ombre sur ma vie, façonnant chacune de mes décisions, me poussant à découvrir les coins les plus sombres de la nature humaine. Il était temps de faire face au passé et de découvrir ce qui lui était vraiment arrivé. Le village avait peu changé depuis mon départ. Les rues pavées, bordées de maisons à pans de bois, étaient encore animées, mais ma destination était bien éloignée de cette scène pittoresque. Le manoir Rother, autrefois symbole de richesse et de prestige, était maintenant en ruine à la lisière de la forêt, une étrange relique de sa gloire passée. C'est là que mon enquête allait commencer. Sous le couvert de l'obscurité, je me suis approché du manoir. L'air était épais d'une odeur de terre humide et de décomposition. La porte de fer, rouillée et envahie par le lierre, gémissait lorsque je l'ouvris. Le manoir se dressait devant moi, ses fenêtres comme des yeux vides, observant chacun de mes mouvements. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose de malveillant s'attardait entre ces murs. À l'intérieur, l'air était stagnant, lourd de poussière et de négligence. Le faisceau de ma lampe de poche fendait l'obscurité, révélant du papier peint délavé et des meubles cassés. Le silence était assourdissant, amplifiant le bruit de mes pas sur le plancher de bois grinçant. Chaque ombre semblait se tordre et se tordre, comme si la maison elle-même était vivante, abritant des secrets longtemps enfouis. J'ai commencé mes recherches dans la bibliothèque, une grande pièce bordée d'étagères remplies de livres moisis. C'est ici, au milieu des tomes en décomposition, que j'ai trouvé la première pièce du puzzle. Caché derrière un faux panneau, j'ai découvert une pile de vieux registres et journaux. Le nom de Friedrich Rother apparaissait fréquemment, ainsi que des entrées troublantes détaillant des séances de torture et des cérémonies rituelles. Mon estomac s'est retourné en lisant sur la fascination du patriarche pour les pratiques occultes et la souffrance humaine. Poussé par une curiosité morbide et l'espoir de trouver des indices sur Sophie, j'ai approfondi les écrits de Friedrich. Les journaux étaient une chronique glaçante de sa descente dans la folie, documentant des expériences qui brouillaient la frontière entre la science et le sadisme. Il était clair que Friedrich avait utilisé le manoir comme un laboratoire pour ses activités tordues et que ma sœur aurait pu être l'une de ses victimes. Ma recherche m'a conduit au sous-sol, où une porte cachée s'ouvrait sur un escalier étroit qui descendait dans l'obscurité. L'air se refroidissait à mesure que je m'aventurais en bas, et l'odeur de la pierre humide se mêlait à quelque chose de plus âcre, la décomposition. Au bas de l'escalier, j'ai trouvé une série de pièces reliées entre elles, toutes plus horribles les unes que les autres. Des instruments de torture, des cages et des chaînes ornaient les murs, preuve d'actes innommables commis au nom de rituels sombres. Dans la pièce la plus éloignée, j'ai découvert une petite chambre cachée. C'est là que j'ai trouvé le collier de Sophie, une délicate chaîne en argent qu'elle portait depuis son enfance. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai réalisé l'importance de cette découverte. À proximité, une collection de journaux intimes détaille le sort de divers captifs, dont Sophie.
Les entrées décrivaient des expériences menées sur leur corps et leurs esprits, toutes orchestrées par le génie tordu de Friedrich. J'ai eu les larmes aux yeux en lisant les dernières entrées, qui faisaient allusion à la disparition éventuelle de Sophie. Juste au moment où j'allais partir avec les preuves, j'ai entendu des bruits de pas au-dessus. Les héritiers de Rother, alertés de ma présence, se rapprochaient. Ils étaient déterminés à protéger le sombre héritage de leur famille à tout prix. La panique m'a envahi alors que je me démenais pour trouver une sortie. Les passages étroits du sous-sol sont devenus un labyrinthe de terreur, chaque tournant pouvant mener à ma capture. J'ai réussi à leur échapper, mais non sans souffrance. Une confrontation brutale m'a laissé avec une profonde entaille sur le côté, la douleur brûlant mon corps à chaque mouvement. Le sang s'infiltrait à travers ma chemise tandis que je titubais à travers la forêt, la silhouette du manoir s'estompant au loin. Malgré l'agonie, je me suis accroché aux journaux, sachant qu'ils détenaient la clé pour exposer les crimes de la famille Reuter. De retour au village, j'ai trouvé refuge chez un vieil ami, un médecin local qui s'est occupé de mes blessures et m'a proposé un logement. Au fur et à mesure que je me rétablissais, j'ai rassemblé les preuves, me préparant à dévoiler les horreurs cachées dans le manoir Reuter. Mon article, une fois publié, a provoqué une onde de choc dans la communauté et au-delà. Les détails grotesques des expériences de Friedrich et le sort de ses victimes, y compris Sophie, ont été mis à nu pour que le monde puisse les voir. Pourtant, la justice était insaisissable. Les héritiers Reuter, exerçant leur influence et leur richesse, ont réussi à échapper à une punition importante. Des batailles juridiques s'en sont suivies, mais les peines auxquelles ils ont été confrontés n'étaient que de simples tapes sur les doigts comparées à leurs crimes odieux. L'indignation du public était palpable, mais elle n'a pas fait grand-chose pour amener une véritable responsabilité. Quant à moi, la fermeture que je cherchais restait hors de portée. L'absence de Sophie était une blessure qu'aucune vérité ne pouvait guérir. Les souvenirs hantés du manoir et les horreurs que j'ai découvertes sont devenus un élément permanent dans mon esprit, un témoignage de l'obscurité qui peut s'envenimer dans le cœur des hommes. Ma quête de justice s'était transformée en une bataille personnelle contre les démons qui tourmentaient maintenant chaque instant de ma vie. En fin de compte, je me suis retrouvé avec une histoire qui devait être racontée, un héritage de douleur et de résilience qui continuerait de me hanter. Le manoir Reuter se dressait comme un sombre rappel du passé, un monument au mal qui avait consumé ma sœur et tant d'autres. Et en naviguant dans les ombres de mon propre esprit, je savais que certains mystères ne sont jamais vraiment résolus et que certains fantômes ne se reposent jamais vraiment. Caroline Thompson a toujours été attirée par l'obscurité et l'oubli, un trait qui a fait d'elle une historienne exceptionnelle. À 28 ans, elle s'était forgé une réputation en explorant des endroits que d'autres jugeaient trop dangereux ou banals, toujours à la recherche d'histoires cachées sous des couches de poussière et de décomposition. Le manoir Delacroix, niché au cœur des marécages du Mississippi, était l'un de ces endroits. La rumeur disait qu'elle était maudite et qu'elle était le lieu de nombreuses disparitions mystérieuses. Elle était un sujet de légende et de peur locale. Pour Caroline, c'était une énigme irrésistible qui attendait d'être élucidée. Le voyage jusqu'au manoir était ardu. Le chemin n'était guère plus qu'une piste boueuse, à peine discernable au milieu des broussailles épaisses et de l'humidité oppressante du marais. Les habitants l'avaient mise en garde contre toute sortie, les yeux écarquillés par des craintes inexprimées. Ils parlaient du manoir à voix basse, le qualifiant d'endroit où l'ordre naturel était déformé, où les gens disparaissaient sans laisser de traces. Mais Caroline ne s'est pas découragée. Sa curiosité était une force plus forte que toute peur. À mesure qu'elle approchait du manoir, l'air devenait lourd, chargé de l'odeur de la décomposition et des eaux stagnantes du marais environnant. Le manoir lui-même était une vestige imposante du passé, sa grande façade étant maintenant recouverte de lierre et de mousse. Les fenêtres étaient sombres et vides, comme des yeux qui avaient trop vu et qui étaient maintenant aveugles au monde.
Caroline sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, mais elle repoussa la sensation et entra à l'intérieur. L'intérieur était un labyrinthe de poussière et d'ombre. Caroline cliqua sur sa lampe de poche, le faisceau fendant l'obscurité pour révéler des pièces remplies de reliques d'une époque révolue. Des lustres pendaient du plafond, leurs cristaux ternis par le temps, tandis que des meubles anciens étaient enveloppés de draps. L'air était épais de poussière et d'odeur de pourriture. C'était comme si le manoir lui-même avait été scellé dans le temps, intouché par le monde extérieur. Caroline a commencé son exploration méthodiquement, documentant tout avec son appareil photo et prenant des notes détaillées. Dans la bibliothèque, elle a trouvé un trésor de vieux livres, dont beaucoup étaient écrits dans des langues qu'elle ne comprenait pas. C'est là qu'elle est tombée sur le journal de Samuel Delacroix, le propriétaire d'origine de l'hôtel. Delacroix avait été un riche propriétaire de plantations et une figure notoire de l'histoire de la région. Son journal a révélé un homme obsédé par le pouvoir, non seulement sur ses esclaves, mais aussi sur les forces de la nature et du surnaturel. Il a écrit sur les rituels et les sacrifices, croyant qu'il lui donnerait le contrôle sur les esprits et même sur les éléments. Le cœur de Caroline s'emballa alors qu'elle continuait à lire. Le journal de Delacroix décrit avec des détails effrayants les pratiques qui, selon lui accorderaient la vie et le pouvoir éternel. Il avait accompli de sombres rituels impliquant du sang des incantations, utilisant souvent ses esclaves et plus tard les voyageurs qui avaient eu le malheur de croiser son chemin, comme sacrifice. Le journal faisait allusion à un pacte avec une force malveillante, une promesse de pouvoir en échange d'âme. Caroline sentit une peur froide s'installer en elle lorsqu'elle réalisa la gravité de ce qu'elle avait découvert. Plus Caroline explorait profondément, plus les preuves devenaient horrifiantes. Elle a découvert des pièces cachées remplies d'instruments de torture, d'étranges symboles gravés sur les murs et des vestiges de ce qui ne pouvait être décrit que comme des cérémonies rituelles. Les murs du manoir semblaient palpiter d'une énergie sombre, comme si la structure elle-même était vivante des souvenirs des atrocités commises à l'intérieur. Caroline sentait un malaise grandissant, mais sa curiosité la poussait en avant. Alors que la nuit commençait à tomber, Caroline a décidé qu'il était temps de partir. L'atmosphère du manoir était devenue oppressante, les ombres plus profondes et plus menaçantes. Elle s'est précipitée vers la porte d'entrée, mais elle l'a trouvée coincée. La panique s'empara de sa poitrine alors qu'elle essayait les autres sorties, chacune bloquée ou verrouillée. Sa voiture, garée à l'extérieur, avait été sabotée, ses pneus crevés. C'était comme si le manoir avait l'intention de la garder là. L'air à l'intérieur du manoir se refroidit et Caroline entendit de faibles murmures et des bruits de pas résonner dans les couloirs. Elle ressentait la sensation d'être observée, chacun de ses mouvements scrutés par des yeux invisibles. Désespérée, elle revint sur ses pas, cherchant une issue. Dans sa recherche effrénée, elle est tombée sur un escalier dérobé menant à une cave. L'air était moisi et épais d'un sentiment de malveillance. La cave était pire qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Il était rempli de vestiges des rituels de Delacroix. Des os, des restes décomposés d'offrandes sacrificielles et des symboles dessinés dans ce qui ressemblait à du sang séché. Au centre de la pièce se dressait un autel couvert d'étranges artefacts. Caroline ressentit une vague de nausée en réalisant l'ampleur des horreurs qui s'étaient déroulées ici. La réalité de la situation s'est effondrée sur elle. Elle était piégée dans un endroit où un mal indicible s'était déchaîné. Alors qu'elle se retournait pour partir, la température baissa soudainement et elle put voir son souffle dans l'air. Les chuchotements devenaient plus forts, plus insistants, et Caroline sentait une présence derrière elle. Elle s'est retournée, lampe de poche à la main, mais n'a rien vu. La pièce semblait palpiter d'une vie propre, les murs se refermant. Caroline courut, le cœur battant dans ses oreilles. Elle entendait des pas derrière elle, qui suivaient son rythme, devenant de plus en plus forts. Caroline atteignit le rez-de-chaussée, sa lampe de poche vacillante. Le manoir était animé par des bruits, des grincements de plancher, des chuchotements et le rire faible et moqueur de quelque chose qui n'était pas tout à fait humain. Elle sentit une main effleurer son épaule et hurla
tournoyant pour ne rien trouver. Son esprit s'emballait de peur et de confusion. Le manoir semblait être une entité vivante, se nourrissant de sa terreur. Dans une dernière tentative désespérée de s'échapper, Caroline a brisé une fenêtre condamnée et a dégringolé dans le marais. L'eau froide et trouble l'enveloppait, mais elle s'en fichait. Elle se leva précipitamment et courut, n'osant pas regarder en arrière. Le marais était sombre et désorientant, mais elle a persévéré, poussée par son pur instinct de survie. Quelques heures plus tard, Caroline émerge du marais, épuisée et couverte de boue. Elle a trébuché sur un chemin de terre et a fait signe à une voiture qui passait. Le chauffeur, un agriculteur local, l'a regardée d'un coup d'œil et savait où elle était allée. Il ne lui posa pas de questions. Il la conduisit simplement à la ville la plus proche. Les habitants de la ville étaient gentils mais méfiants, les yeux pleins de la connaissance tacite de ce qui se trouvait dans le marais. Caroline est revenue à sa vie, mais elle a été irrévocablement changée. L'expérience avait laissé de profondes cicatrices émotionnelles, et elle avait du mal à dormir, hantée par les cauchemars du manoir et les horreurs qu'elle avait découvertes. Elle est devenue obsédée par l'exposition de la vérité, épluchant ses notes et ses photographies, essayant de reconstituer un récit cohérent. Mais les habitants ont refusé de parler du manoir, et ses tentatives de publier ses découvertes ont été accueillies avec scepticisme et incrédulité. Malgré le manque de soutien, Caroline a poursuivi ses recherches. Elle savait ce qu'elle avait vu et elle était déterminée à faire connaître la vérité. L'hôtel Delacroix devient une obsession, une présence sombre dans sa vie à laquelle elle ne peut échapper. Ses amis et collègues ont remarqué le changement en elle, la façon dont elle s'endormait dans la conversation, perdue dans ses pensées. Mais Caroline ne s'est pas découragée. Elle croyait que la dénonciation de l'histoire sombre du manoir n'était pas seulement une obligation professionnelle, mais une obligation morale. Les années ont passé et les efforts de Caroline pour révéler la vérité ont porté peu de fruits. Le manoir est resté un lieu de mystère et de peur, sa sombre histoire obscurcie par le temps et la superstition. L'histoire de Caroline est devenue un récit édifiant pour les historiens, un avertissement sur les dangers de trop s'impliquer dans les sujets de son étude. Mais pour Caroline, c'était un rappel de sa propre résilience et de son dévouement à la poursuite de la vérité. L'hôtel Delacroix est toujours debout, monument en décomposition à l'obscurité de l'âme humaine. Il reste un lieu où le passé et le surnaturel sont entrelacés, un site de mystères non résolus et d'horreurs indicibles. Et bien que Caroline soit passée à autre chose, les souvenirs de cette nuit dans le marais continuent de la hanter, un rappel constant de la ligne mince entre la curiosité et l'obsession. L'histoire de Caroline témoigne du pouvoir de l'histoire, de la façon dont elle peut puiser dans le passé pour affecter le présent. C'est l'histoire d'une femme qui a osé chercher la vérité, quel qu'en soit le prix. Et c'est un rappel qu'il vaut mieux laisser certains endroits et certaines histoires intactes. Le soleil provençal était implacable, alors que je conduisais sur les routes sinueuses menant à mon sanctuaire temporaire, un manoir grandiose mais patiné par le temps entouré de champs de lavande. Mon nom est Luc Moreau et je suis écrivain, bien que ma plume ait stagné pendant trop longtemps. Dans le but de ressusciter ma créativité, j'avais recherché l'isolement, la tranquillité et une bonne histoire. Ce que j'ai trouvé cependant était tout sauf paisible. L'hôtel particulier, connu sous le nom de la Maison de Lavande, se dressait avec un air de dignité tranquille au milieu de la mer de pourpre. Sa grandeur a été gâchée par des années d'abandon. Des volets pendaient de travers, des vignes rampaient le long des murs et un silence étrange qui semblait s'accrocher à chaque coin. Les champs de lavande s'étendaient à l'infini, leur doux parfum masquant une nuance plus sinistre. Lorsque je me suis installé dans ma nouvelle maison, mon esprit bourdonnait d'excitation. Cet endroit avait été loué non seulement pour son isolement, mais aussi pour son sombre passé. Une histoire de disparition qui m'avait intrigué. C'était la toile de fond parfaite pour l'histoire troublante que j'espérais découvrir. Alors que les jours s'étiraient paresseusement devant moi, je me suis lancé dans la recherche, espérant tomber sur quelque chose d'extraordinaire.
Ma recherche a commencé par les archives locales. Des disques poussiéreux, des journaux délavés et de vieilles photographies racontaient une histoire effrayante. Pendant des décennies, des personnes avaient disparu sans laisser de traces, leur disparition étant liée aux champs même qui entouraient le manoir. Les histoires étaient cohérentes. Les habitants parlaient d'une silhouette sombre, attirant des individus dans les champs de lavande pour ne plus jamais être revus. La silhouette a été décrite différemment par chaque témoin, mais il y avait toujours un fil conducteur, une terreur indescriptible qui accompagnait l'observation. Les histoires que j'ai déterrées étaient troublantes. Il y avait le récit d'une jeune femme, Élise Dumas, qui avait disparu lors d'un festival du solstice d'été. Ses amis se souviennent qu'elle a été fascinée par une silhouette sombre à la lisière des champs. Personne n'avait vu clairement la silhouette, mais l'expression d'Élise était celle d'une profonde peur avant de disparaître. Ses amis l'avaient cherchée pendant des jours, mais les champs n'offraient aucun indice sur son sort. Un soir, en fouillant dans le grenier de l'hôtel particulier, j'ai découvert un petit coffre caché sous des toiles d'araignée. À l'intérieur, j'ai trouvé un journal intime relié en cuir, dont les pages jaunies par l'âge. Le journal appartenait à une femme nommée Camille Duval, qui avait disparu il y a de nombreuses années. Ses entrées ont commencé par des détails banals de sa vie, mais ont rapidement pris une tournure plus sombre. Elle a écrit sur une rencontre effrayante avec une entité qui errait dans les champs de lavande la nuit. Une entité qui semblait s'attaquer à ses peurs et à ses cauchemars. Ses descriptions étaient vagues mais obsédantes, remplies de références à une obscurité oppressante et à une terreur omniprésente. Les dernières entrées de Camille étaient particulièrement affligeantes, détaillant sa paranoïa croissante et le sentiment d'être constamment observé. La dernière entrée a été griffonnée d'une main tremblante. Les ombres se referment. Ils savent que j'en sais trop. J'ai peur. Déterminé à découvrir la vérité, j'ai décidé de m'aventurer dans les champs de lavande la nuit. Les champs étaient d'une beauté étrange au clair de lune, la lavande créant un paysage surréaliste, presque surnaturel. Armé d'une lampe de poche et de mon carnet, j'ai marché à travers les rangées de fleurs, mais pas étouffé par l'épais feuillage. L'air était frais, mais un frisson me parcourut l'échine. Plus j'avançais, plus l'atmosphère devenait oppressante. Le doux parfum de la lavande, habituellement apaisant, était maintenant écrasant et étouffant. Je ne pouvais rien voir au-delà des rangées de lavande, seulement du violet sans fin et le ciel sombre et impénétrable. Chaque son était amplifié dans le silence, le bruissement des feuilles, le gazouillis des insectes et le claquement occasionnel d'une brindille semblaient résonner dans la nuit. En m'aventurant plus profondément, j'ai commencé à le ressentir, une présence froide et invisible. Ma lampe de poche a clignoté et s'est éteinte, me plongeant dans l'obscurité. La panique s'est installée lorsque j'ai entendu des bruissements autour de moi, le bruit de quelque chose qui se déplaçait juste au-delà de ma vue. Ma respiration s'est transformée en halètement saccadé alors que je trébuchais aveuglément à travers le champ. Dans l'obscurité d'encre, ma lampe de poche s'est réveillée pendant un bref instant, projetant de longues ombres étranges sur la lavande. J'ai aperçu quelque chose, une forme sombre, une silhouette, ou peut-être était-ce simplement mon esprit qui me jouait des tours. Mon cœur s'emballait alors que je luttais pour garder mes repères, mais la présence devenait plus forte, plus oppressante. J'avais l'impression d'être observé, étudié par une entité invisible. Soudain, j'ai senti une force, comme une main invisible, m'attraper, me tirer vers le bas. Je me suis battu, mais c'était comme si je combattais un adversaire éthéré. La sensation d'être étouffé, d'avoir l'âme serrée, était insupportable. J'ai crié, mais le son a été avalé par l'immensité du vide. Dans une tentative désespérée de survie, je me suis libéré et j'ai couru, revenant à peine au manoir. L'expérience m'a laissé ébranlé. Je portais des cicatrices physiques, des égratignures sur les bras et une côte meurtrie à cause de l'attaque de la force invisible. Mais les cicatrices mentales étaient plus profondes, me hantant avec des visions de cette obscurité et le sentiment de ces mains invisibles. J'avais survécu, mais à un coup. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai versé mes expériences dans mon écriture.
Le livre que j'ai produit était brut et troublant, un compte-rendu de première main de ma rencontre avec le surnaturel. Ce fut un succès immédiat, loué pour son authenticité et sa terreur. Pourtant, au fur et à mesure que le livre gagnait en éloge, je me suis retrouvé de plus en plus hanté par la peur que l'entité puisse un jour revenir. Les champs de lavande, autrefois pittoresques, semblaient maintenant un rappel constant de mon calvaire. Chaque bruissement du vent, chaque ombre dans le crépuscule ressemblait à une menace potentielle. Le succès de mon livre a été doux amer. Cela m'a apporté de la reconnaissance, mais cela m'a aussi laissé dans un état de peur perpétuelle, toujours conscient de l'obscurité qui me guettait. La maison de lavande est restée un témoin silencieux de mon traumatisme. Bien que je l'ai laissé derrière moi, les ombres des champs de lavande continuent de me suivre. Je suis passé à autre chose, mais les expériences ont laissé une marque indélébile dans ma psyché. Chaque nuit, je me surprends à jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule, m'attendant à moitié à voir cette silhouette sombre émerger de la lavande une fois de plus. La frontière entre la réalité et le surnaturel s'est estompée, et la terreur que j'ai ressentie fait maintenant partie intégrante de mon existence. En fin de compte, j'avais trouvé l'histoire que je cherchais, mais elle a coûté cher. Mon livre a été un succès, mais le prix de ce succès a été la peur persistante que les ténèbres puissent un jour revenir pour moi. J'ai toujours été attiré par les coins cachés du monde, les endroits où l'histoire s'attarde dans la poussière et le silence. C'est dans ces royaumes oubliés que je trouve les histoires les plus fascinantes, celles qui ont été perdues, supprimées ou simplement abandonnées. Mon nom est Giulia Rossi, je suis photographe de métier. À 30 ans, je me suis aventuré dans plus de bâtiments délabrés et de structures abandonnées que je ne veux en compter. Chacun étant une toile pour mon art et un récit attendant d'être découvert. Quand j'ai entendu parler pour la première fois d'Orfanato degli Angeli, j'ai été captivé. Niché dans les collines vallonnées de la Toscane, ce vieil orphelinat a longtemps été entouré de rumeurs de négligence et de cruauté. Les histoires qui l'entouraient parlaient d'enfants soumis à des horreurs indicibles sous couvert de soins. Poussé par un mélange de curiosité artistique et de désir de mettre en lumière ces histoires cachées, je savais que je devais le voir par moi-même. Le voyage jusqu'à l'orphelinat s'est déroulé sans incident. Je suis arrivé à l'imposante structure en fin d'après-midi, le soleil projetant de longues ombres qui semblaient murmurer des secrets du passé. Orfanato degli Angeli se dressait comme une sentinelle silencieuse de chagrin, ses parois grêlées par le temps et les intempéries. L'entrée autrefois grandiose, aujourd'hui étouffée par les mauvaises herbes et les vignes, était un sombre rappel de l'ancienne importance de l'endroit. Lorsque j'ai franchi le seuil, l'air s'est refroidi, le genre de froid qui semble s'infiltrer dans vos os. Le bâtiment était dans un état de délabrement, mais sa grandeur d'antan était encore apparente dans les carreaux fissurés et les peintures murales délavées. Mon plan était simple: documenter l'endroit, découvrir ses histoires cachées et créer une œuvre d'art qui parlerait de la tragédie et de la beauté de ce qui était autrefois. J'ai commencé mon exploration dans le couloir principal, où les murs étaient ornés de vestiges d'une époque plus heureuse. Des peintures en ruine de scènes pastorales, des lustres brisés suspendus de manière précaire au plafond. J'ai pris mon temps, photographiant chaque détail, dans l'espoir de capturer l'essence de la beauté désolée de l'orphelinat. Au fur et à mesure que je m'aventurais plus profondément dans le bâtiment, l'atmosphère devenait plus lourde. Ma lampe de poche vacillait au-dessus des salles de classe abandonnées, leurs bureaux et leurs chaises recouverts de poussière. Dans une pièce, j'ai trouvé de vieux disques et des dossiers éparpillés sur le sol. Piqué par la curiosité, j'ai commencé à les passer au crible, espérant trouver des indices sur l'histoire de l'orphelinat. Les documents ont révélé un récit glaçant. Il parlait d'un directeur qui avait dirigé l'orphelinat d'une main de fer, de quelqu'un qui avait mené des expériences cruelles sous couvert de traitement médical. Les archives détaillaient des cas de punitions extrêmes, de procédures médicales étranges et d'une atmosphère générale de peur et d'oppression.
Parmi les documents se trouvaient des photographies délavées montrant des enfants émaciés et effrayés, et un homme à l'air sévère, de toute évidence le directeur. J'étais troublé, mais j'ai persévéré, espérant trouver quelque chose qui pourrait racheter l'endroit d'une manière ou d'une autre. C'est alors que j'ai découvert la pépinière. C'était une grande pièce remplie de jouets cassés et de peintures murales délavées de créatures fantaisistes. Pourtant, il y avait quelque chose de profondément troublant à ce sujet. J'ai trouvé des dessins faits par les enfants, des représentations grossières, mais d'une vivacité obsédante, de la douleur et de la peur. Un dessin particulier se démarquait, une figure enveloppée dans l'ombre, se dressant au-dessus de petites silhouettes recroquevillées. Je frissonnais, le sentiment d'effroi devenant plus fort. Alors que je continuais à photographier la chambre d'enfant, j'ai ressenti un frisson soudain. L'air se refroidit et je remarquai un faible murmure, comme le bruissement des pages qui se tournent dans un livre invisible. Je l'ai rejeté comme si mon imagination me jouait des tours, mais la sensation d'être observé est devenue plus intense. Les chuchotements sont devenus plus distincts, formant des mots fragmentés que je n'arrivais pas à distinguer. Mon cœur s'est emballé lorsque je me suis retourné pour partir, mais la porte par laquelle j'étais entré était maintenant entr'ouverte, se balançant lentement comme si elle me faisait signe de rester. La chambre d'enfant semblait se refermer sur moi, les ombres s'étirant et se déplaçant dans la pénombre. Je ne pouvais plus ignorer le sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. C'est alors que je l'ai vu, le directeur. Non pas en chair, mais dans les coins sombres de la pièce, sa forme à peine visible. Sa présence était suffocante et une force profonde et malveillante semblait émaner de lui. J'ai trébuché en arrière, renversant une pile de jouets, et j'ai senti une main froide et moite saisir mon épaule. J'ai fait demi-tour, mais il n'y avait personne. La panique s'est installée. Je pouvais sentir une pression écrasante dans ma poitrine, comme si le bâtiment lui-même essayait de me forcer à sortir. Mes respirations ont été brèves et saccadées, alors que je fuyais la chambre d'enfant, les ombres semblant m'atteindre alors que je me dirigeais vers la sortie. Le voyage de retour vers l'entrée était un mélange de peur et d'urgence. Les couloirs autrefois familiers ressemblaient maintenant à un labyrinthe de désespoir. J'ai poussé la porte d'entrée à bout de souffle alors que je trébuchais dans la lumière déclinante de la soirée. Mon cœur battait la chamade, l'adrénaline me traversait. J'ai réussi à regagner ma voiture, mais l'expérience m'a profondément ébranlé. Je ne me suis pas arrêté pour revoir les photos que j'avais prises. Il n'y avait aucun moyen que je puisse les regarder à ce moment-là. J'avais besoin de partir, d'échapper aux griffes de cet endroit et à la présence terrifiante qui s'attardait entre ces murs. Dans les semaines qui ont suivi, je n'ai pas pu échapper au sentiment que quelque chose m'avait suivi. Les photos que j'avais prises ont commencé à changer, subtilement mais indubitablement. Des visages apparaissaient dans l'ombre et les dessins que j'avais trouvés semblaient devenir plus sinistres chaque jour qui passait. C'était comme si l'esprit malveillant du réalisateur s'était incrusté dans mon travail. Finalement, j'ai complètement abandonné le projet. Les photographies, autrefois destinées à faire la lumière sur l'histoire sombre de l'orphelinat, ressemblaient maintenant à une malédiction. Plus je les regardais, plus les souvenirs de cette journée semblaient prendre vie. C'était comme si l'endroit lui-même avait laissé une marque indélébile dans mon âme, une marque dont je ne pouvais pas me défaire, peu importe mes efforts. Je ne suis jamais retourné à Orfanato de Ghiangeli, mais l'expérience m'a hanté depuis. J'ai essayé d'aller de l'avant, d'oublier les ombres qui se cachent dans les coins de mon esprit, mais les images restent, un sombre rappel des horreurs qui se cachent dans les coins oubliés du monde.